Un marché boursier, ce n'est pas juste des chiffres qui montent et qui descendent. Parfois, ça raconte une histoire, l'histoire d'un pays tout entier. Et c'est exactement le cas du Sensex en Inde. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble comment cet indice témoigne de la métamorphose incroyable d'une nation qui est passée littéralement du bord du gouffre à une des plus grandes puissances économiques mondiales. Et pour commencer, un chiffre, un seul, mais attention, il donne le vertige, plus 2945%. Oui, on parle bien de près de 3000%. C'est la performance du Sensex depuis son plus bas de 1998. Pour que ce soit plus clair, ça veut dire que la valeur a été multipliée par presque 30. C'est tout simplement colossal et ça dépasse de très très loin la plupart des grands marchés mondiaux sur la même période. La question qu'on se pose tout de suite, c'est mais comment? Comment est-ce que c'est possible? On parle d'un pays qui, au début des années 90, était quasiment en faillite, avec à peine de quoi payer ses importations pour quelques semaines. Comment a-t-il pu réussir un tel comeback? C'est ça qu'on va décrypter, parce que cette histoire, elle nous en apprend énormément sur la montée en puissance de l'Inde. Allez, on attaque la première partie, l'étincelle. Parce que, et c'est ça qui est fascinant, toute cette histoire de croissance folle ne démarre pas avec un boom économique, bien au contraire. Elle prend racine dans une crise profonde. C'est vraiment au fond du trou que l'Inde va puiser la force de tout changer. Ok, retour en arrière, en 1991. Là, la situation est catastrophique. L'Inde n'a plus de devise, ou presque. Assez pour tenir 3 semaines, pas plus. C'est le défaut de paiement qui guette. Le pays est dos au mur. Le gouvernement n'a plus le choix. Il faut des réformes radicales. Le chemin sera long, semé d'embûches, comme la crise asiatique quelques années plus tard, mais c'est en 1998, quand le marché touche vraiment son point le plus bas, que le point de départ de cette ascension historique est vraiment marqué. Et la solution, elle va tenir en un acronyme, LPG. LPG. L pour libéralisation. Fini le license rage, ce système ultra complexe de permis qui paralysait toute initiative privée. P pour privatisation. On ouvre des pans entiers de l'économie jusqu'ici contrôlés par l'État aux capitaux privés, y compris étrangers. Et G pour globalisation, on abaisse les barrières douanières, on s'ouvre au monde. Attention, ce n'est pas juste un petit coup de peinture, c'est une révolution. On a littéralement dynamité l'ancien modèle pour repartir sur des bases complètement nouvelles. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, entrons dans le vif du sujet. 27 ans, c'est long, et le parcours a été mouvementé. Des vraies montagnes russes. Alors pour y voir plus clair, on va diviser cette histoire en 3 grandes ères, 3 chapitres bien distincts. Première ère, la bulle Internet. Fin des années 90. Le monde entier est en pleine euphorie tech et l'Inde, avec ses premières pépites informatiques, est emportée par la vague. Le Sensex s'envole, il fait plus de 114% en à peine 16 mois. La folie. Sauf que, comme on le sait, la bulle a explosé et la chute a été tout aussi brutale, moins 56%. Tout a été effacé, retour à la case départ. Un baptême du feu, et quel baptême pour cette nouvelle génération d'investisseurs. Ensuite, on entre dans la deuxième ère, l'âge d'or. Entre 2001 et 2008, l'économie indienne tourne à plein régime. On parle de taux de croissance de 9-10% par an. C'est énorme. La confiance est totale et le Sensex explose littéralement. Mais cette belle histoire va prendre fin brutalement en 2008 avec la crise financière mondiale. Le choc des subprimes, parti des États-Unis, vient tout balayer sur son passage. Le Sensex s'effondre de plus de 60% en 14 mois. C'est le crash le plus violent de toute son histoire. Mais c'est là que quelque chose d'assez incroyable se produit. Malgré ce gadin historique, le marché va remonter la pente à une vitesse stupéfiante. En moins de 2 ans, toutes les pertes sont effacées. Et cette capacité à rebondir, cette résilience face aux pires chocs mondiaux, eh bien ça va devenir la véritable signature du marché indien. Et ça nous amène à la 3e et dernière ère, la nôtre, celle qu'on vient de vivre. On s'en souvient tous, en mars 2020, la panique du Covid. Les marchés mondiaux dévissent et l'Inde n'y échappe pas. C'est la chute libre. Mais ce qui s'est passé juste après, ça a dépassé tout ce qu'on pouvait imaginer. Une reprise en V, mais une reprise explosive. Plus 224% depuis le point bas. C'est tout simplement la phase de hausse la plus spectaculaire de toute son histoire. Alors, comment expliquer un tel rallye post-Covid ? En fait, ce n'est pas une seule raison, c'est un cocktail de plusieurs facteurs puissants. Vous avez d'abord de grosses réformes du gouvernement, comme la JST, qui a vraiment modernisé la fiscalité. Ensuite, et c'est crucial, une vraie révolution de l'investissement des particuliers. Des millions et des millions de nouveaux investisseurs sont arrivés sur le marché. On ajoute à ça la montée en puissance des licornes de la tech, une consommation intérieure qui explose et des dépenses massives de l'État dans les infrastructures. Et voilà, on a la recette parfaite pour ce boom historique. Mais il y a un mais, et il est de taille. Tous ces pourcentages incroyables y sont calculés en roupies, la monnaie locale. Pour un investisseur qui n'est pas en Inde, il y a un détail qui change tout. Une variable un peu cachée mais absolument essentielle, l'effet de change.
La question est donc très directe. Est-ce qu'un gain de 224% à Mumbai se transforme en un gain de 224% à Paris? Eh bien, vous vous en doutez peut-être, la réponse est non. Regardons l'impact concret de cet effet de change. Prenons le boom post-Covid. L'investisseur indien, en roupies, a bien fait plus 224%. Super. Mais l'investisseur européen, lui, une fois qu'il convertit ses roupies en euros, son gain n'est plus que de 156%. La raison est simple, pendant ce temps, la roupie a perdu de la valeur face à l'euro. La différence n'est pas anecdotique, c'est presque 70 points d'écart. C'est la preuve que quand on investit à l'étranger, la performance de la monnaie est aussi importante que celle de la bourse. Ok, maintenant qu'on a vu cette nuance importante, prenons un peu de recul. Zoomons en arrière et comparons la performance de l'Inde à celle des autres grands marchés mondiaux. C'est en faisant ça qu'on saisit vraiment l'ampleur du phénomène. Et là, les chiffres sont sans appel. Sur les 27 dernières années, le Sensex bat tout le monde. Il fait plus de 2 fois mieux que le Nasdaq américain, qui est pourtant la référence de la tech. Et par rapport aux marchés européens, comme le CAC 40, eh bien, il n'y a même pas de match. C'est une domination totale, et sur le long terme en plus. Évidemment, une telle performance boursière, ça ne sort pas d'un chapeau. C'est le reflet de l'économie réelle. Pour se faire une idée, en 1998, le revenu moyen par habitant en Inde, c'était environ 400 $. Aujourd'hui, on est plus proche des 2850 $. C'est une multiplication par plus de 7. C'est cet enrichissement global du pays qui est le véritable moteur derrière la bourse. Et si on regarde vers l'avenir, l'Inde a un atout maître dans sa manche. Un atout que beaucoup de pays, notamment la Chine, n'ont plus, sa démographie. C'est ce qu'on appelle le dividende démographique. En clair, le pays a une population immense et surtout incroyablement jeune. 65% des Indiens ont moins de 35 ans. Imaginez, c'est une force de travail, une force de consommation et une force d'innovation absolument gigantesque pour les décennies qui viennent. Alors, si on devait résumer cette folle épopée de 27 ans, que faudrait-il retenir? D'abord, la transformation d'un pays. L'Inde est passée de l'état de quasi-faillite à la 5e économie mondiale. Ensuite, la solidité de son marché, qui a prouvé crise après crise qu'il savait se relever. Puis, l'impact de la révolution numérique et de cette nouvelle génération d'investisseurs qui change la donne. Et finalement, le plus important, la bourse n'a fait que refléter une modernisation de l'économie qui est, elle, profonde et bien réelle. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question. Une question pour l'avenir. Après cette course folle de près de 30 ans qui a créé une richesse immense, est-ce que le plus dur est fait? Ou est-ce que, au contraire, l'histoire de ce géant indien ne fait en réalité que commencer? C'est la question à plusieurs milliers de milliards de dollars que tout le monde se pose aujourd'hui.